On a tous déjà levé les yeux vers les étoiles en rêvant de voyages interstellaires. Mais derrière cette image un peu poétique se cache une réalité, beaucoup plus brutale. Parce que oui, atteindre l'espace, c'est un défi d'une complexité folle, un véritable enfer pour les ingénieurs. Voyons ensemble pourquoi c'est si difficile. Cette citation, elle résume absolument tout. Une fusée, ce n'est pas un avion, ce n'est pas une voiture, c'est une machine qui est conçue pour fonctionner en permanence à la limite de sa propre destruction. C'est un exercice d'équilibriste constant où la moindre petite erreur, le moindre écart peut faire basculer le triomphe dans la catastrophe la plus totale. La science-fiction nous a un peu habitués à des vaisseaux qui glissent dans l'espace, presque en silence, avec une grâce infinie. La réalité, c'est une symphonie de violence contrôlée. Le vrai voyage spatial, ce n'est pas une croisière tranquille, c'est une lutte acharnée, incroyablement complexe, contre les lois les plus fondamentales de la physique. Alors comment ça marche en vrai? La meilleure façon de se le représenter, c'est de ne pas voir une fusée comme un véhicule, mais plutôt comme une bombe. Une bombe méticuleusement contrôlée. Le principe de base, il est presque simple. On prend l'énergie démentielle d'une explosion, et au lieu de la laisser tout détruire dans toutes les directions, on la force, on la contraint à se propager dans une seule direction. On prend cette bombe, on la peint en blanc, on la remplit d'électronique et parfois d'êtres humains, et on lui demande gentiment de fonctionner sans jamais exploser. Pour commencer, revenons à la forme la plus simple de la propulsion, le moteur à poudre, qui au fond n'est rien d'autre qu'un feu d'artifice très sophistiqué. Tout repose sur la fameuse troisième loi de Newton, l'action-réaction. C'est simple. Imaginez-vous sur une chaise de bureau à roulettes. Si vous lancez un objet lourd devant vous, la chaise va vous pousser en arrière. Eh bien, une fusée, c'est exactement ça, mais poussée à l'extrême. Elle jette une quantité phénoménale de gaz brûlant vers le bas pour pouvoir s'élever vers le haut. Les toutes premières fusées fonctionnaient comme ça. On mélange le combustible, et ce qui permet de le brûler, le comburant, dans un seul bloc solide. Mais l'astuce, elle est géniale. C'est en sculptant la forme à l'intérieur de ce bloc, par exemple en lui donnant une forme d'étoile, qu'on contrôle la puissance. Pourquoi? Parce qu'on augmente la surface qui brûle en même temps. Plus de surface, plus de gaz, plus de poussée. C'est de la géométrie appliquée à un explosif. Et c'est là qu'est tout le problème. Un moteur à poudre, c'est simple, c'est fiable. Mais une fois que la mèche est allumée, c'est fini. Il brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à brûler. On ne peut pas baisser les gaz, on ne peut pas l'arrêter et encore moins le rallumer. C'est du tout ou rien, ce qui n'est vraiment pas idéal pour un vol orbital de précision. Donc pour vraiment aller dans l'espace, il a fallu trouver un moyen de dompter ce feu, de passer de l'explosion brute à une machine qu'on peut enfin régler. Et la solution, c'est la propulsion liquide. Là, on stocke le carburant et le comburant, l'oxygène, dans des réservoirs séparés. Et on les pompe dans le moteur quand on en a besoin. Ça y est, on peut enfin régler la puissance, couper le moteur et même le rallumer. On a le contrôle. Mais ce contrôle, il a un prix. Une complexité mécanique infernale. Alors maintenant, entrons au cœur de la bête. Là où les ingénieurs ont dû résoudre des problèmes qui, à première vue, semblent tout simplement impossibles. C'est la toute première question, la plus fondamentale. La combustion à l'intérieur du moteur est tellement chaude qu'elle dépasse le point de fusion du métal qui est censé la contenir. Logiquement, le moteur devrait se transformer en flaque de métal en quelques secondes. La solution est magnifique d'ingéniosité. On utilise le carburant lui-même qui est sur le point d'être brûlé à des milliers de degrés pour refroidir le moteur. On fait circuler ce liquide glacial dans les parois du moteur pour le maintenir à une température acceptable, juste avant de l'injecter dans la chambre pour qu'il soit incinéré. Le métal ne survit que parce qu'il est refroidi par ce qui va le détruire une fraction de seconde plus tard. Et juste pour qu'on se rende bien compte, on part de températures de plus de 3000 degrés Celsius. C'est bien plus chaud que la lave d'un volcan. Le métal, théoriquement, devrait fondre instantanément. Ok, le moteur ne fond pas. Premier problème résolu. Mais maintenant, il faut alimenter cette fournaise. Et on ne peut pas juste laisser le carburant couler. La pression à l'intérieur du moteur est si colossale qu'il faut l'injecter avec une force absolument phénoménale. La réponse à ça, c'est la turbopompe. C'est une petite turbine, un cœur de métal qui tourne à des dizaines de milliers de tours par minute. D'un côté, elle est en contact avec des liquides cryogéniques, à moins 200 degrés. De l'autre, elle est alimentée par des gaz brûlants. C'est une pièce qui vit dans deux extrêmes à la fois. Et une défaillance ici, ce n'est pas une simple panne, c'est une désintégration quasi instantanée. Et enfin, il y a le moment de vérité, l'allumage. C'est probablement le moment le plus stressant de tous. Ce n'est pas comme craquer une allumette. C'est une chorégraphie de dizaines de vannes qui doivent s'ouvrir au bon moment, à la milliseconde près. Un tout petit peu trop d'oxygène et la combustion devient instable et déchire le moteur. Un peu trop de carburant et la flamme se met à pulser, à marteler la structure de l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle cède. Bon, maintenant qu'on a vu l'enfer qu'il y a à l'intérieur du moteur, prenons un peu de recul et regardons la fusée en entier. Parce qu'elle est gouvernée par une loi physique absolument impitoyable.
Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre le problème. Pour aller plus vite ou plus haut, il faut plus de carburant. Logique. Mais ce carburant, il a une masse, donc il faut encore plus de carburant juste pour soulever le carburant qu'on vient d'ajouter. C'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. Et ce graphique y est sans appel. Une fusée, au décollage, c'est à 90% du carburant. Le reste, c'est la structure elle-même, et une toute petite minuscule part pour ce qui compte vraiment. Le satellite, la capsule, bref, la charge utile. Toute cette masse, toute cette énergie, pour n'envoyer qu'une fraction du poids initial dans l'espace. Alors, comment on fait pour tricher un peu avec cette équation? Eh bien, l'astuce, c'est d'utiliser des étages. L'idée est simple, mais brillante. Quand un réservoir est vide, il devient un poids mort. Alors, on le jette, la fusée s'allège d'un coup, et un moteur plus petit, plus adapté à cette nouvelle masse, prend le relais. On abandonne les morceaux devenus inutiles en chemin. Et aujourd'hui, le génie humain a poussé ce concept jusqu'à une limite qui semblait complètement inatteignable il y a encore quelques années. On a atteint une sorte de sommet dans cet art de la propulsion. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez compliqué, on a décidé de ne plus jeter ces étages, mais de les faire revenir et atterrir. C'est un balai incroyable. L'étage se détache, il se retourne en pleine chute libre, il rallume ses propres moteurs pour freiner, il se guide avec une précision millimétrique et il exécute une dernière poussée pour se poser en douceur sur sa cible. C'est, sans l'ombre d'un doute, l'un des plus grands exploits d'ingénierie de notre temps. C'est peut-être ça, la plus belle définition d'une fusée. Un exploit technologique qui nous a permis de toucher les étoiles. Mais c'est aussi un rappel qu'on a atteint les limites de ce que la propulsion chimique peut nous offrir. On a appris à maîtriser une explosion, oui, mais pour aller vraiment plus loin, une toute nouvelle page de l'ingénierie reste encore à écrire.